Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Ça fait plaisir d'être avec toi ce matin. Ben oui. Un fan? Grand fan de Chris Christopherson et de musique country. Il faut avoir traversé peut-être les États-Unis une trentaine de fois comme je l'ai fait. Puis quand je dis traverser, c'est littéralement du nord au sud et d'est en ouest. Quand je retournais chez moi à Tucson, c'est 4300 kilomètres. Souvent... que tu faisais souvent... Systématiquement. Je partais toujours en voiture et je revenais en voiture. Il m'arrivait de revenir, mais de prendre l'avion pour le faire plus ponctuellement. Mais quand je rentrais à Tucson, je le faisais en auto. Et j'ai pris à chaque fois beaucoup de plaisir. Et un malin plaisir aussi à multiplier les itinéraires et les changer justement pour traverser, goûter, mieux comprendre ce pays fascinant. Puis quand on passe par le sud et qu'on apprend à le découvrir, on apprend aussi à entendre la musique country. Parce que si le blues est la musique emblématique de la communauté afro-américaine qui raconte ses difficultés, son mal à l'âme, le country, c'est exactement la même chose pour les Blancs américains et qui sont malmenés par la vie dans le sud, dans l'ouest aussi du pays, parce qu'il y a évidemment il y a le country, il y a le western, mais moi j'en suis plutôt au country. Et Chris Christopherson, d'abord, c'est une histoire extraordinaire, puis je voulais pas en abuser ce matin, mais j'ai vraiment eu un petit pincement au cœur parce que je l'ai souvent écouté, il m'a accompagné sur la route, on écoutait une de ses chansons qui évidemment a été popularisée dans ce cas-ci par Janis Joplin, Me and Bobby McGee, mais qui était reprise par plein de personnes. C'est un parolier formidable, c'est quelqu'un qui n'était pas naturellement destiné à un destin de chanteur country parce que, alors, c'est un fils de militaire, de général, élevé sur une base militaire, mais qui va faire ses études en littérature, qui va avoir une bourse Rhodes, qui va étudier à Oxford l'anglais, va revenir enseigner à West Point, qui est quand même, qui est la grande école militaire, et pilote d'hélicoptère. Son père espérait, ses parents, devrais-je dire, espéraient qu'il fasse une carrière militaire, puis il va choisir d'être le mouton noir en assumant son destin d'auteur, mais country, pas la littérature. Et c'est d'ailleurs un des premiers reproches que lui font les gens de Nashville. Ils lui disent, ta diction, ta diction, il vient du Texas, c'est du Texas profond, Brownsville. Alors, il est vrai dans la mesure où il connaît la trame, la texture dont il parle et qu'il veut chanter, mais au départ, il n'y a pas nécessairement les mots. Et ces structures de chansons sont trop classiques pour les trop grands. Bien écrit. Et oui, c'est ça. Pour les grands de Nashville qui lui disent, il faut que tu fasses tes classes, puis éventuellement, il est fait tellement qu'il se retrouve à être concierge dans un studio d'enregistrement. Il disait de cette époque, début des années 70, que Nashville était à la chanson country ce que Paris avait été pour Ernest Hemingway et d'autres dans les années 20 à la littérature. Et c'est probablement vrai, c'est très inspiré. Johnny Cash va beaucoup l'appuyer, va le prendre sous son aile. Il va écrire d'ailleurs quelques très belles chansons pour Johnny Cash. Et je pense qu'il y a non seulement pas de temps à perdre, mais il y a beaucoup de bonheur à gagner, à retourner à Chris Christopherson et peut-être, si vous avez le prétexte d'un petit road trip, pas besoin d'aller jusqu'au fin fond des États-Unis, même entre Montréal et Québec. La musique country, c'est toujours agréable. On peut mettre ça comme accompagnement. Ça a été un point tournant en fin de semaine dans la guerre entre Israël et le Hezbollah, parce que Israël, qui avait l'air, en tout cas, si on se fie aux renseignements, qui avait l'air à suivre ce gars-là à la trace depuis des mois, disent-ils, mais donc on a abattu Hassan Nasrallah, qui était en réunion avec les officiers du Hezbollah à préparer la réplique. Là. C'est, pour parler en bon français, un game changer. Alors, il y a quelques mois, je disais à TVA, je ne me cite pas ici, mais je reviens sur ce que je pensais. Israël, me disais-je à l'époque, n'est pas en train de gagner cette guerre contre le Hamas initialement, parce que c'est le Hamas qui a déclenché les hostilités le 7 octobre dernier.
Quoique, en disant ça, je suis obligé de m'amender parce que qui et quand ont commencé les hostilités entre Israël et les Palestiniens? Il faudrait remonter très, très loin. Mais c'est clair que le nouveau chapitre qui a changé le paysage géopolitique, c'est le 7 octobre avec l'attaque réussie du Hamas qui a humilié l'armée israélienne et les services de renseignement qui, aujourd'hui, compensent beaucoup pour ces carences du 7 octobre. Alors, la question que je posais, parce que la communauté internationale, de plus en plus de la difficulté en tout à appuyer Israël, et Israël ne peut pas fonctionner seul juste avec l'aide des Américains, parce que le Hamas, l'objectif annoncé par M. Netanyahou, c'était d'éradiquer, de détruire, d'éliminer le Hamas. Or, on voit qu'à Gaza, le Hamas est encore vivant, affaibli, mais capable d'organiser des opérations. Est-ce que c'est comparable à ce qu'ils ont fait le 7 octobre? Probablement pas. Mais l'éradication, on s'en rend compte, très difficile, sinon impossible. Et là, parce qu'eux recrutent encore. Là. Il y a encore des jeunes qui embarquent. Et plus ils ont l'impression que les autres sont des martyrs, plus il y a des jeunes qui se joignent. Et c'est une organisation militaire efficace. On l'a vu le 7 octobre, parce qu'ils ont un adversaire de taille en Israël. Et ils continuent à être capables. Alors, c'est symbolique, des fois, c'est de tirer quelques missiles en direction d'Israël, qui seront peut-être tous abattus, mais c'est la preuve qu'ils sont toujours capables d'organiser des opérations. Il y a un autre adversaire, et dans les deux cas, ce sont les bras armés de l'Iran à distance, ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Alors là, il y a les Houthis, ça a été beaucoup souligné. On est devenus tous un peu des experts de géopolitique du Proche-Orient. Les Houthis au Yémen, le Hezbollah, qui est au Liban, dans le sud Liban, et le Hamas, qui opérait depuis Gaza. Puis le Hezbollah, c'est pas du tout la même chose que le Hamas. C'est une organisation militaire conséquente, avec à sa tête... puissante. On dit bien plus puissante que l'armée libanaise officielle. Là. Oh, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour avoir été au Liban, pour avoir passé du temps dans le sud, et je dirais pas avoir rencontré des leaders du Hamas, mais pour avoir pris la mesure de leur présence, parce que c'est une présence qui organise la vie civile aussi. C'est-à-dire que le Hezbollah, c'est une organisation militaire, mais c'est aussi une organisation caritative, c'est une organisation qui s'occupe du bon fonctionnement de la société en marge du gouvernement libanais, qui est un gouvernement carencé, où il y a autant de centres de pouvoir que de communautés religieuses au Liban. Et le Hezbollah emmène large. Il y a toujours probablement des dizaines de milliers de militaires aguerris capables d'être mobilisés. En 2006, la dernière fois qu'Israël s'est présenté dans le sud du Liban, sur les lieux, ça a été... Alors, du point de vue des pertes, c'est extraordinaire parce que les Israéliens font toujours la guerre à géométrie variable, c'est-à-dire qu'ils sont investis et imposent beaucoup plus de pertes à leurs adversaires qu'à eux-mêmes. Je pense que c'était une quarantaine de militaires qui étaient morts, mais déjà, ça faisait pression sur l'opinion publique israélienne qui disait non, on ne peut pas rester indéfiniment au sud Liban. C'est une déconvenue. Et depuis ce temps-là, les services de renseignement israéliens, justement, se sont dit, avant qu'on retourne au sud Liban, il va falloir qu'on soit sacrément plutôt organisés. Ce qu'ils sont, c'est la démonstration qu'ils ont fait. Et l'impression qu'on a, c'est qu'ils ont leur service de renseignement, ils savent tout du Hezbollah, là. Où ils sont leurs dépôts d'armes, où les dirigeants, l'affaire des pagettes, là, je veux dire, on les a... Et des talkie-walkie qui, dans ce cas-là, ont dû être utilisés probablement plus rapidement qu'ils l'auraient voulu, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a allumé puis qui s'est dit, si nos pagettes sont piégées, est-il possible que d'autres de nos outils de communication le soient? C'est un cas où use it or lose it, comme disent les Américains. Il faut l'utiliser ou perdre ton avantage. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sauté si rapidement ou fait sauter à distance, mais ça dit quelque chose de la pénétration, puis probablement de la paranoïa qu'ils ont réussi à engendrer chez leurs adversaires, qui sont à constater que leurs moindres faits et gestes sont suivis. Les services de renseignement, alors, quand je disais qu'ils ont été humiliés le 7 octobre, ils sont en train de faire la démonstration, comme ils l'ont toujours fait. On ne peut que s'incliner devant l'intelligence, l'efficacité et la redoutable ingéniosité de ces services de renseignement et de Tsahal, l'armée israélienne, qui depuis toujours fait la différence, parce que dans la balance de la terreur et la capacité de ce petit État isolé à survivre, évidemment, ce sont des acteurs essentiels. Mais le Hezbollah, on dit, existe depuis les années 80. Oui. À aucun moment, je me risque à aucun moment dans son histoire, il a été étêté, affaibli comme il l'est présentement. Non, il n'y a pas de scénario comparable dans le passé, d'autant que Nasrallah... Est-ce qu'on peut détruire le Hezbollah? L'éradiquer? Je ne pense pas. Ils vont toujours recruter. Tu coupes une tête, il y en a deux qui poussent. Est-ce que quelqu'un d'aussi charismatique et déterminant dans les rapports entre le Hezbollah et l'Iran va voir le jour ou pourra apparaître au cours des prochaines semaines? J'en doute. Nasrallah était un leader charismatique, puissant,
écouté et mythique, justement parce qu'il avait évité la mort. À ce jour, Israël réussit toujours à peu près à éliminer tous ses adversaires désignés. Ils le font avec une arrogance calculée. Quand on choisit d'éliminer un leader du Hamas à Téhéran, en territoire ennemi, dans un appartement qui appartient aux gardes de la Révolution, le jour de l'investiture du nouveau premier ministre, c'est un gigantesque doigt d'honneur qu'on fait en disant « Écoutez, les amis, là, faites gaffe ». Et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs dans les minutes qui ont suivi l'élimination de Nasrallah? Ben, c'est que le premier ministre en Iran a été immédiatement emmené en des lieux qu'ils espèrent sûrs, parce qu'ils se sentent chez eux-mêmes traqués. On s'en parlait quand les micros étaient fermés tout à l'heure. Les Israéliens ont monté pièce par pièce une arme longue pour flinguer à distance un des principaux responsables du programme nucléaire iranien. Ils ont installé ça dans un camion qui était à distance de sa maison, de là où il sortait à l'occasion. Il était protégé, mais pas tellement. Et l'arme longue a été actionnée à distance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tireurs d'élite israéliens ou agents israéliens sur place. Ils ont construit une arme, ils ont réussi à distance à le mettre en joue et à l'abattre. Ce sont à chaque fois des exploits, des démonstrations de dextérité qui font la démonstration auprès des adversaires. Attention, si vous voulez jouer avec nous, ça va vous faire mal. Mais à côté de ça, il y a une économie israélienne qui est carencée, qui est une économie de guerre. La semaine prochaine, ça va faire 1 an qu'Israël est en guerre. 6,6 de déficit cette année. C'est une économie qui fonctionnait très, très bien. Elle a les moyens d'en prendre. Un peu comme l'économie canadienne en 2008-2009, quand on a traversé la crise économique. On avait de la marge, on avait de la poudre sèche, comme disent les courtiers. On avait des économies qui nous permettaient de traverser. Alors, les Israéliens ont une économie costaude, mais 60 000 entreprises qui ont fermé depuis le 7 octobre, des gens qui ne peuvent pas se présenter au travail parce que c'est une armée où, pour l'essentiel, les gens qui sont mobilisés ont aussi des responsabilités dans la société civile, c'est-à-dire que c'est une armée professionnelle, mais elle est vite appuyée par les gens qui viennent travailler aux côtés des jeunes soldats. Alors donc, la société civile a été dégarnie, l'économie israélienne l'est, c'est un coût de 60 à 70 milliards de dollars américains qui aura coûté cette opération depuis 1 an, ça finit par faire une différence aussi, parce qu'une guerre, dans ce cas-ci, c'est une guerre qui s'échelonne sur des dizaines d'années, ça se gagne et ça se perd aussi à distance. Alors aujourd'hui, les Israéliens sont indiscutablement les rois de la région. Ils ont probablement fait peur à tous leurs adversaires. L'Iran est pogné dans une drôle de position parce qu'ils annoncent toujours des mesures de rétorsion, une riposte, mais ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas en mesure de livrer une guerre à Israël et, par extension, aux États-Unis. C'est une armée complètement délitée, l'armée iranienne. Il y a quelques avions qui relèvent de l'époque où le Shah d'Iran était au pouvoir. Il manque de... C'est pas une blague. Alors, ils ont des drones, ils ont des missiles, mais ils sont capables de soutenir une attaque parce que c'est un pays qui est organisé. Mais est-ce qu'eux sont capables d'attaquer Israël de façon organisée? Possiblement, mais ce que ça signifierait, c'est le retour à la menace nucléaire. Et que les Iraniens disent, bien, savez-vous, cette idée que notre programme nucléaire soit un programme civil pour des besoins civils, on va mettre un terme à ça et on va caler le bluff, pardonne l'expression, puis on va retourner à nos ambitions militaires. Et là, tu rétablis potentiellement un équilibre stratégique. Mais tu viens d'ouvrir une boîte à quel prix? Et qu'est-ce que feront les Israéliens s'ils se sentent menacés? Puis on peut comprendre qu'ils se sentiront menacés, eux qui ont déjà l'arme nucléaire. Stéphane, merci. On a commencé avec Chris Christopherson. Puis on a fini avec la guerre. Quelle drôle de mélodie, hein? C'est une guerre qui est pas terminée. Puis on oublie que là, ils ont commencé à frapper à Beyrouth. Plus tu frappes en milieu urbain, plus inévitablement, il y a des victimes civiles. Ben, il y en a plein. Puis un voisin qui n'a pas rapport, puis un enfant. Et tournez-vous autour de vous. Combien d'amis ou de connaissances, de collègues au bureau sont libanais? Combien de Libanais ont quitté le pays pendant la guerre civile? Combien veulent aujourd'hui quitter? Combien de fois on a regardé vers le Canada en disant c'est une terre d'espoir? Alors aujourd'hui, j'ai évidemment que des pensées pour ces amis libanais qui souffrent à distance, mais terriblement. Merci Stéphane.